Bonsoir à tous et bienvenue sur C8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, je vais continuer la lecture de L'Abîme de Charles Dickens et Wilkie Collins. Walter Wilding est un jeune négociant en vin après une enfance dans un orphelinat. La chance lui sourit. Sa mère est venue le récupérer enfin et lui a transmis son commerce. La réussite est telle que Walter prend un associé, George Vandal, afin d'agrandir son affaire. Mais le ciel s'obscurcit sur la tête de Walter. Après la mort de sa mère, un terrible secret lui est révélé. Il n'est pas le véritable Walter Wilding. Notre héros décide alors de tout mettre en œuvre pour retrouver le véritable Walter Wilding et lui rendre la vie qu'il aurait dû avoir, mais qu'il a usurpée par erreur. Charles Dickens et Wilkie Collins étaient d'excellents amis et ils décidèrent de mettre leurs talents en commun pour nous narrer les aventures de Walter Wilding et surtout celles de George Vandal. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN, ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. C'est toujours un plaisir de vous lire. Alors, je vais continuer la lecture. Donc, nous en étions au deuxième acte. Vandal se déclare. C'est le premier jour de l'an que vous passez en Angleterre, lui dit-il. Pouvez-vous me permettre d'imiter ce qui se fait à pareil jour dans votre pays ? Elle le remercia, non sans peu de contrainte, regardant l'écrin et ne sachant ce qu'il pouvait contenir. Lorsqu'elle eut ouvert et qu'elle vit la simplicité de cette offrande, elle devina sans peine l'intention du jeune homme et se tournant vers lui, toute radieuse, son regard lui disait « Pourquoi vous cacherais-je que vous avez su me plaire et me flatter ?» Vandal ne l'avait jamais trouvée si charmante qu'en ce moment dans ce costume d'hiver, une jupe en soie de couleur sombre, un corsage de velours noir, montant jusqu'au cou et garni d'un duvet de cygne. Jamais il n'avait admiré si fort le contraste de ses cheveux noirs et de son teint éblouissant. Ce ne fut que lorsqu'elle le quitta, pour s'approcher d'un miroir et substituer sa broche de filigrane à celle qu'elle portait auparavant, que Vandal s'aperçut de la présence des autres personnes assises dans la chambre. Les mains d'Obenreizer prirent alors possession de ses coudes, et son hôte le remercia de l'attention qu'il avait eue pour Marguerite. Un présent d'une si grande simplicité témoigne chez celui qui l'a fait d'un tact bien délicat, dit-il d'un air presque imperceptible de raillerie. Vandal, en ce moment, s'aperçut qu'il y avait un autre invité que lui-même à ce repas de famille. Un seul invité. Obenreizer le lui présenta comme un compatriote et un ami. La figure de ce compatriote était insignifiante et morne. Le corps de cet ami était gros. Son âge, c'était l'automne de la vie. Dans le courant de la soirée, il eut l'occasion de développer 2 talents ou 2 capacités peu ordinaires. Personne ne savait mieux être muet. Personne ne vidait plus lestement les bouteilles que l'ami et le compatriote d'Obenreizer. Madame Dor n'était point dans l'appartement. On ne manqua pas d'expliquer son absence. Il paraît que les habitudes de la bonne dame étaient si simples qu'elle ne dînait jamais au milieu du jour. « Elle viendra s'excuser dans la soirée », dit Obenreizer. Vandal se demanda si l'absence de Madame Dor n'avait pas une autre raison que la simplicité de ses goûts. Il pensa qu'elle avait pour une fois interrompu ses occupations domestiques ordinaires, qui consistaient à nettoyer des gants, et qu'elle daignait faire la cuisine. La vérité de cette supposition se manifesta dès les premiers plats qu'on servit, et qui témoignaient d'un art culinaire bien supérieur à la cuisine anglaise élémentaire et brutale. Le dîner fut parfait. Quant au vin, les gros yeux toujours roulants du convive muet les célébraient avec éloquence et les convoitaient, ravis, en extase. Il disait un bon « bon » quand la bouteille arrivait pleine. Il soupirait un « ah » quand on la remportait vide. Ce fut là toute la somme d'esprit et de gaieté qu'il dépensa durant le repas. Le silence est parfois contagieux.
Accablés par leurs soucis personnels, Marguerite et Vandal cédaient à ce bel exemple de mutisme. Tout le poids de la conversation retomba sur Obenreiser, qu'il accepta bravement. Il ouvrit et répandit son cœur. « Je suis un étranger éclairé, dit-il, et le voilà chantant les louanges de l'Angleterre. Et quand tous les autres sujets furent épuisés, il revint à cette source inépuisable, faisant toujours courir ce petit ruisseau avec la main. Examinez cette nation anglaise. Quels hommes grands et robustes et propres. Considérez les villes. Quelle magnificence dans les édifices. Quel ordre et quelle régularité dans les rues. Admirez leurs lois qui combinent l'éternel principe de la justice avec cet autre éternel principe du respect et de l'amour des livres, des shillings et des pence. Est-ce qu'en Angleterre, on n'applique point ce produit monnayé à toutes les injures civiles, depuis l'injure faite à l'honneur d'un homme jusqu'à l'injure faite à son nez? Vous avez séduit ma fille. Allons. Des pence, des shillings et des livres. Vous m'avez renversé et donné des horions sur la face. Des livres, des pence et des shillings. Après cela, je vous le demande, où la prospérité matérielle d'un tel pays pourrait-elle s'arrêter? Obenreiser, plongeant du regard dans l'avenir, chercha vainement à entrevoir la fin de cette prospérité sans borne. Son enthousiasme demanda la permission, suivant la mode anglaise, de s'exhaler dans un toast. « Voilà notre modeste dîner terminé », s'écria-t-il. « Voilà notre frugal dessert sur la table. Voici l'admirateur de l'Angleterre qui se conforme aux habitudes anglaises et qui fait un speech. Un toast à ces blanches falaises d'Albion. Monsieur Vandal. Un toast à vos vertus patriotiques, à votre heureux climat, à vos charmantes femmes, à vos foyers, à votre habeas corpus, à toutes vos institutions, à l'Angleterre. Hip, 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 hurrah! À peine Obenreiser avait-il poussé cette dernière note du vivat britannique, à peine l'ami muet avait-il savouré la dernière goutte contenue dans son verre, que le festin fut interrompu par un coup frappé à la porte. Une servante entra, apportant un billet à son maître. Obenreiser l'ouvrit, le lut, le tendit tout ouvert à son compatriote, avec une expression de contrariété visible. L'esprit engourdi de Vandal se réveilla tout à coup. Le jeune homme se mit à surveiller son hôte. Avait-il enfin trouvé un allié sous la forme de ce billet si mal accueilli par la Suisse? Par le Suisse, le hasard si longtemps attendu, se présentait-il enfin? « J'ai bien peur qu'il n'y ait pas de remède, » dit Obenreiser à son compatriote, « et que nous soyons forcés de sortir. » L'ami muet lui rendit la lettre en levant les épaules et se versa une demi-rasade. Ses gros doigts s'enroulèrent avec tendresse autour du goulot de la bouteille, comme s'il voulait la presser amoureusement encore une fois avant de lui dire adieu. Ses gros yeux considéraient Marguerite et Vandal comme à travers un brouillard. Il fit un terrible effort et une phrase entière sortit tout d'un trait de sa bouche. « Je crois, dit-il, que j'aurais désiré un peu plus de vin. » Après quoi, le souffle lui manqua. Il respira convulsivement et se dirigea vers la porte. « Je suis blessé, confus et au désespoir de ce qui m'arrive, » dit Obenreiser à Vandal. « Un malheur est arrivé à l'un de mes compatriotes. Il est seul. Mon ami que voilà et moi, nous n'avons pas d'autre alternative que de nous rendre auprès de lui et de le secourir. Que puis-je vous dire pour m'excuser?
Comment vous dépeindre mon désappointement de me voir ainsi privé de l'honneur de votre compagnie? Il s'arrêta avec l'espérance visible que Vandal allait prendre son chapeau et se retirer, mais celui-ci croyait enfin avoir saisi l'occasion d'un tête-à-tête avec Marguerite. « Je vous en prie, dit-il. Ne vous désolez pas si fort, j'attendrai ici votre retour avec le plus grand plaisir. » Marguerite rougit vivement et alla s'asseoir devant son métier à tapisserie, dans l'embrasure de la croisée. Les yeux d'Obenreiser se couvrirent de leurs nuages. Un sourire quelque peu amer passa sur ses lèvres. Dire à Vandal qu'il n'espérait point rentrer de bonne heure c'eût été risqué d'offenser un homme dont la bienveillance lui était d'une importance commerciale sérieuse. Il accepta donc sa défaite, avec la meilleure grâce possible. « À la bonne heure !» s'écria-t-il. « Que de franchise, que d'amitié. Comme c'est bien anglais cela. » Il s'agitait fort, ayant l'air de chercher autour de lui un objet dont il avait apparemment besoin. Il disparut un moment par la porte qui s'ouvrait sur la pièce voisine, revint avec son chapeau et son paletot, annonça qu'il rentrerait aussitôt qu'il le pourrait. Pressa l'écoute de Vandal et sortit avec l'ami muet. Vandal se retourna vers la fenêtre où Marguerite s'était assise. Là, comme s'il était tombé du plafond ou sorti du parquet, là, dans son attitude sempiternelle, le visage tourné vers le poêle, se trouvait un obstacle inattendu. Sous la forme de Madame Dor. Elle se souleva, regarda par-dessus sa large et plantureuse épaule et retomba comme une masse sur sa chaise. Travaillait-elle? Oui. À nettoyer les gants d'Obenreiser? Non. À repriser ses bas. La situation devenait trop cruelle. Deux moyens se présentèrent à l'esprit de Vandal. Était-il possible de se défaire de Madame Dor et de la fourrer dans son poêle? Le poêle ne pourrait la contenir. Était-il possible de traiter la bonne dame non plus comme une personne vivante, mais comme un objet mobilier? Pouvait-on, avec un effort d'intelligence, arriver à la considérer, par exemple, comme une commode et sa coiffure de gaze noire comme un objet qu'on aurait laissé traîner dessus par accident? Oui, l'on pouvait faire cet effort. Et l'intelligence de Vandal le fit. Il alla prendre place dans l'enfoncement de la croisée à l'ancienne mode, tout près de Marguerite et de son métier. La commode fit un léger mouvement, mais ne le fit suivre d'aucune observation. Rappelez-vous ici qu'un gros meuble est difficile à remuer. Plus silencieuse et plus contrainte qu'à l'ordinaire, Marguerite était émue. Ses belles couleurs s'effacèrent de ses joues. Une énergie fiévreuse courut dans ses doigts. La jeune fille se pencha sur sa broderie, travaillant avec autant d'activité que si elle travaillait pour vivre. Vandal n'était guère moins agité. Il sentait combien de ménagements il fallait prendre pour amener doucement Marguerite à écouter son aveu et à lui en faire un autre en échange. L'amour d'une jeune fille est chose délicate, qu'il ne faut point traiter brusquement. Aussi Vandal essaya-t-il d'abord d'un système d'approche graduelle. Il prit ses détours et écouta d'un air soumis la voix qui, tout bas, l'avertissait d'être plus circonspect. Adroitement, il ramena la mémoire de Marguerite vers le passé, vers l'époque de leur première rencontre lorsqu'ils voyageaient en Suisse. Ils firent ainsi revivre entre eux les sensations d'autrefois et les souvenirs de cet heureux temps qui n'était plus. Peu à peu, la contrainte de Marguerite se dissipa. Elle sourit. Elle écouta Vandal. Elle lui souriait et son aiguille devenait paresseuse. Elle fit plus d'un faux point dans son ouvrage. Cependant, les deux jeunes gens se parlaient de plus en plus
ouvertement, à voix basse. Leurs deux visages se penchaient l'un vers l'autre. Madame Dor se conduisit comme un ange. Pas une seule fois elle ne se retourna, ni ne souffla mot. Elle continuait à se débattre avec les bas d'Obenreiser, les tenant serrés sous son bras gauche et levant les bras droits, le bras droit, parce qu'on n'en a pas plusieurs, le bras droit vers le ciel. Il y eut pour les amoureux de délicieux et indescriptibles moments où Madame Dor paraissait vraiment être assise sans dessus-dessous et ne plus contempler que ses jambes, ses propres et respectables jambes qui s'agitaient en l'air. Ces mouvements ascensionnels se succédaient, mais plus lentement à mesure que les minutes s'écoulaient. En même temps, sur la tête de Madame Dor, la gaze noire se balançait, tombait en avant, revenait en arrière. Un paquet de bas s'échappa des genoux de la bonne dame et demeura sur le parquet. Un énorme peloton de laine suivit les bas et s'en alla rouler sur la table. La coiffure de gaze entra de nouveau en danse. Un son étrange qui ressemblait un peu au miaulement d'un gros chat, un peu au cri d'une planche de bois tendre qu'on rabote, s'éleva au-dessus des chuchotements de nos deux amoureux. C'est que la nature de Madame Dor s'était entendue ensemble, pour le plus grand bonheur de Vandal. La vieille Suissesse, la meilleure des femmes, dormait. Marguerite se leva pour l'arracher aux douceurs de ce repos d'occasion. Vandal retint la jeune fille par le bras et la repoussa doucement vers sa chaise. « Ne la dérangez pas, murmura-t-il. J'ai longtemps attendu le moment de vous dire un secret. Laissez-moi parler enfin. » Marguerite reprit sa place. Elle essaya de reprendre son aiguille, mais ses yeux étaient couverts d'un voile et sa main tremblait. « Nous rappelions tout à l'heure, dit Vandal, cet heureux temps où nous nous sommes rencontrés et où, pour la première fois, nous avons voyagé ensemble. J'ai un aveu à vous faire, Marguerite. Je vous ai caché quelque chose. Lorsque plus tard je vous parlais de ce premier voyage, je vous fis part de toutes les impressions que j'avais rapportées en Angleterre, une seule exceptée. Pouvez-vous deviner quelle était cette impression qui effaçait toutes les autres? Les yeux de Marguerite demeurèrent fixés sur sa broderie. Elle détourna son visage, de grands signes de trouble commencèrent à se manifester sur son chaste corsage de velours noir, non loin des blanches régions dont la broche de filigrane fermait le passage. Elle ne répondit pas un mot. Et cependant, Vandal insistait sans pitié pour obtenir une réponse. Cette impression que je rapportais de Suisse, dit-il, quelle était-elle? Ne pouvez-vous pas la deviner? Cette fois, elle tourna les yeux vers lui. Un faible sourire effleurait ses lèvres, l'impression de la beauté des montagnes. Je pense, dit-elle. Non, non, une émotion bien plus sérieuse que celle-là. De la beauté des lacs, alors. Non, les lacs me sont devenus plus chers parce qu'ils me rappellent cette émotion qu'aucun mot ne peut rendre. J'aime les lacs, mais leur beauté n'est pas si étroitement liée à mon bonheur dans le présent et à mes espérances d'avenir. C'est de vous que ce bonheur dépend. Vous seul pouvez me rendre la vie aimable et belle. Marguerite, par un mot tombé de vos lèvres, je vous aime. Le front de Marguerite se pencha lorsque Vandal lui prit la main. Il attira la jeune fille vers lui et la regarda. Des larmes s'échappaient de ses beaux yeux célestes et roulaient doucement sur ses jolies joues. « Monsieur Vandal, dit-elle tristement, il eût été bien mieux de garder votre secret. Avez-vous oublié la distance qui est entre nous? Ce que vous dites ne peut jamais être. Il ne peut y avoir de distance entre nous que celle que vous creuserez vous-même, Marguerite. En ne m'aimant point,
lorsque je vous aime. Il n'y a pas de plus haut rang que le vôtre dans le royaume de la bonté et de la beauté. Dites-moi, Marguerite, dites-moi tout bas ce seul petit mot que je vous demande et qui m'apprendra si vous voulez être ma femme. » Elle soupira. « Pensez à votre famille, murmura-t-elle, et pensez à la mienne. » Vandal l'attira de plus près sur son cœur. « Si vous vous laissez arrêter par un obstacle, comme celui-là, dit-il, savez-vous ce que je croirais, Marguerite ? C'est que je vous ai offensé. » Marguerite tressaillit. « Ne croyez pas cela !» s'écria-t-elle. Ces mots n'étaient pas encore sortis de ses lèvres, qu'elle comprit le sens que Vandal ne pouvait manquer de leur donner. Son aveu lui avait échappé malgré elle. Une rougeur charmante couvrit son visage. Elle fit un effort pour se dégager de l'embarrassement du jeune homme. Elle le regardait d'un air suppliant. Elle essaya de parler, mais sa voix expira sur ses lèvres dans un baiser qu'il venait d'y imprimer. « Laissez-moi, dit-elle. Laissez-moi me retirer, monsieur Vandal. » « Appelez-moi Georges. » Marguerite laissa la tête du jeune homme se reposer sur son sein. Son cœur, enfin, s'élançait vers lui. « Georges, » murmura-t-elle. « Dites-moi que vous m'aimez. » Ses bras enlacèrent le cou de Georges, sa bouche toucha la joue brûlante du jeune homme, et elle murmura ces mots délicieux. « Je vous aime. » Il y eut un moment de silence, bientôt troublé par le bruit de la porte de la maison qui s'ouvrait et se refermait. Ce bruit arriva par le bonheur aux oreilles distraites des deux amants, dans le silence de cette soirée d'hiver, et Marguerite se leva en sursaut. « Laissez-moi partir, dit-elle. C'est lui. » Elle sortit précipitamment de la chambre et toucha en passant l'épaule de Madame Dor. La bonne dame s'éveillait avec un ronflement terrible. Regarda par-dessus son épaule gauche, par-dessus son épaule droite, puis sur son genou. Elle n'y découvrit ni bas, ni laine, ni aiguille. Cependant, les pas d'Obenreiser retentissaient dans l'escalier. « Mon Dieu !» dit Madame Dor, s'adressant au poêle. Vandal ramassa les bas et le peloton et jeta le tout à Madame Dor. « Mon Dieu !» répéta-t-elle, tandis que cette avalanche s'engloutissait dans son vaste giron. La porte s'ouvrit. Obenreiser entra. Du premier coup d'œil, il vit que Marguerite était absente. « Et quoi ?» s'écria-t-il. « Ma nièce s'est retirée. Ma nièce n'est point restée pour vous faire compagnie. Monsieur Vandal, c'est impardonnable. Je vais la ramener. » Vandal l'arrêta. « Ne dérangez pas mademoiselle Obenreiser, dit-il. Je vois que vous êtes revenu sans votre ami. » Il est resté auprès de notre compatriote pour le consoler. Une scène a déchiré le cœur, monsieur Vandal. Les pénates au mont de piété. Toute une famille plongée dans les larmes. Nous nous sommes tous embrassés en silence. Mon ami était le seul qui fût resté maître de lui. Là-dessus, il envoya chercher du vin. « Puis-je vous dire un mot en particulier, monsieur Obenreiser ?» lui demanda Vandal. « Assurément. » Obenreiser se tourna vers Madame Dor. « Bonne et chère créature, vous succombez aux besoins du repos, lui dit-il. Monsieur Vandal vous excusera. » Madame Dor se mit en route et n'accomplit pas, sans peine, le grand voyage du poêle à son lit. Chemin faisant, elle laissa tomber un bas. Vandal le ramassa et ouvrit la porte à la bonne dame. Elle fit un pas en avant. Voilà encore un bas par terre. Vandal se baissa de nouveau et Obenreiser intervint avec force. « Excuse », tout en lançant à la vieille Suissesse un certain regard qui acheva de la mettre en désordre. Cette fois, tous les bas roulèrent ensemble sur le parquet, et frappée d'épouvante, Madame Dor s'enfuit, tandis qu'Obenreiser balayait des deux mains tout le parquet avec fureur. Là, c'est ainsi que se termine ma première lecture de L'Abîme de Charles Dickens et Wilkie Collins. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, oui. Je vous souhaite à tous une agréable soirée, une belle nuit pour certains et bon courage pour le travail pour d'autres. Je vous dis à tout bientôt pour la suite de la lecture.